Face à vous et face à moi, Johan Tsili, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président des Jeunes UDC Suisses, président des Jeunes UDC du canton de Vaud. J'ai une vidéo à vous montrer pour commencer et je vous demanderai votre réaction. Regardez. Suite au référendum sur la limitation de l'immigration en Suisse, Berne refuse d'ouvrir son marché du travail aux Croates. Bruxelles a donc suspendu les négociations avec la Suisse sur des programmes de recherche et d'échanges universitaires. C'est en fait l'accès de l'ensemble des citoyens européens au marché du travail suisse qui est remis en cause. Vous êtes jeune, vous êtes étudiant à l'Université de Lausanne. Quand on vous dit que Erasmus est menacé et que plus généralement des citoyens suisses, des jeunes comme vous, pourraient ne pas pouvoir travailler dans d'autres pays européens, est-ce que là vous vous dites qu'on a fait tout juste ? Alors moi je pense que la Suisse a fait tout juste, il n'y a pas de remise en question à ce sujet. Par contre c'est vrai que je suis très déçu en apprenant les nouvelles de la part de la Commission européenne sur Erasmus. Je suis très déçu car on voit que l'Europe finalement prend en otage les étudiants, que ce soit les étudiants suisses qui veulent aller en Europe ou les étudiants européens qui aimeraient venir profiter de la qualité des universités suisses. Et c'est une prise d'otage que je trouve inconvenante. Il n'y a tout à fait aucun lien direct entre l'accord sur la libre circulation, qui était l'objet de notre votation, et l'accord Erasmus, qui a été signé 10 ans plus tôt. Et voir cette remise en question, finalement, ça nous montre que l'Union européenne se croit tout permis, qu'elle a un moyen d'attaquer n'importe quel accord qui serait bénéfique à la Suisse par simple réaction à un vote qui n'y était pas directement lié. Vous vous dites surpris par cette prise d'otage. C'est pas si surprenant, on l'a entendu cet argument d'Erasmus pendant la votation, avant la votation, on nous avait prévenu, non ? On avait été prévenu, cependant, d'ici à penser que les menaces seraient mises à exécution, il y a un pas. D'ailleurs, elles n'ont pas encore vraiment été mises à exécution, étant donné que l'accord n'est pas dénoncé. Il faudrait pour cela l'unanimité des pays européens, ce qui n'est pas gagné. Il y a par contre une suspension temporaire des négociations, suspension qui durera le temps certainement qu'il faudra pour négocier l'accord sur la libre circulation des personnes. Moi, je pense que l'Europe brûle les étapes. Elle devrait attendre de voir ce que nous on propose au sujet de la libre circulation avant de vouloir faire peur. Et en fait, c'est là qu'on voit ce qui est intéressant dans l'actualité de ce jour. C'est que si l'Europe veut nous faire peur maintenant en menaçant l'accord sur la recherche, l'accord Erasmus ou autre, c'est qu'il y a les élections européennes dans 3 mois. Et en fait, il veut faire peur à tous les États qui pourraient être tentés par un référendum populaire, qui pourraient être tentés de faire valoir la voix du peuple. Et ils veulent montrer, non, il y aura des réactions, vous ne pouvez pas faire cela. Et ils ont un accès de terreur en attendant de voir que les partis de plus à droite, les eurosceptiques ou autres, pourraient être tentés par un vote démocratique. Malheureusement, ils surréagissent et c'est bien dommage. Mais vous connaissez cette expression, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous dire justement qu'il faudrait non seulement qu'on puisse accepter certaines choses de l'Europe et refuser d'autres ? Alors bon, il faut voir que le politicien suisse doit défendre les intérêts de la Suisse. Chaque fois qu'on fait un accord, on espère qu'il soit plus ou moins favorable. En nous disant qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, moi je pense qu'on va trop loin car ça pourrait sous-entendre que si à l'avenir on négocie un accord avec l'Union européenne, qui nous serait plutôt défavorable, si on refuse de le signer, alors là aussi, diverses autres négociations pourraient tomber à l'eau. En fait, ce qu'on remarque, c'est que faire tomber l'Erasmus était une carte que l'Europe gardait dans sa manche, c'était le joker, et que le jour où la Suisse voulait ne plus suivre son diktat, ça allait tomber. C'est tombé aujourd'hui avec la libre circulation des personnes qui a été remise en cause. Ça aurait pu tomber demain. C'est une pression qu'ils mettent sur toutes nos négociations. Et je pense qu'il ne faut pas accepter cela. C'est une manœuvre de bas étage de la part de l'Union européenne et il faudra rester fort et unis pour combattre cela. Mais du coup, le jeu en valait la chandelle ? Ça valait la peine de perdre Erasmus, de perdre des programmes de recherche, de perdre de l'argent aussi. On parlait récemment du Human Brain Project, qui est un programme de recherche international. Même celui-ci pourrait être remis en cause. Est-ce que ça valait la peine ? Alors, d'abord, il faut prendre du recul avant de donner des conclusions hâtives. Pour l'instant, rien n'est tombé définitivement à l'eau. Il y a une ou deux suspensions de négociations. C'est une chose. Malgré tout, même dans le pire des cas où ces accords tomberaient, oui, ça vaut la peine. Retrouver l'indépendance de la Suisse d'un point de vue migratoire, surtout quand on voit qu'aujourd'hui on a une bonne situation économique, mais que le jour où celle-ci pourra se dégrader, on aurait été dépourvu de toute arme, de toute défense sans cette votation, oui, ça vaut la peine, très clairement. Maintenant, on attend les prochains résultats, on attend les aboutissements de ce qui se dit en ce moment dans les médias.
Je pense qu'il y a quand même une priorité à garder notre souveraineté, d'autant plus que, comme je l'ai dit avant, cet accord Erasmus aurait pu tomber à tout moment où la Suisse refusait de s'aligner automatiquement sur le droit européen. Maintenant, au moins, ils n'auront plus cette menace à nous faire jouer. Qu'est-ce que vous dites alors aux jeunes qui ont votre âge, qui prévoyaient un échange Erasmus dans 2, 3, 4 ans, qui ne pourront pas le faire, qui devront rester ici, qui ne vont peut-être pas avoir accès à l'ensemble des études qu'ils voulaient faire? Vous leur dites c'est pour la bonne cause? Non, alors moi je leur dis déjà qu'il ne faut pas partir de l'idée qu'on ne pourra pas le faire. Une fois qu'on aura une loi d'application, qu'on aura des négociations concrètes qui auront été menées par le Conseil fédéral au sujet de la libre circulation des personnes, à ce moment-là, on saura exactement si Erasmus reste ou tombe. Par contre, aujourd'hui, j'aimerais quand même leur dire, c'est vrai que c'est décevant et voir des réactions choquantes, des réactions prises sous l'émotion par l'Union européenne. Ça montre une grande errance démocratique dans cette union. Et là-dessus, j'aimerais rajouter quelque chose, c'est que ce n'est pas dans l'intérêt des États européens que ces décisions sont prises. Les États européens et les populations européennes soutiennent l'accord Erasmus, trouvent que c'est quelque chose de positif, et parallèlement, elles soutiennent des mesures de limitation de la libre circulation des personnes. Or, la Commission vient de limiter Erasmus afin de défendre coûte que coûte la libre circulation la plus totale et la plus abusive qui existe. On voit une déconnexion totale entre l'élite et le peuple du côté de l'Union européenne. C'est quelque chose qui va contre l'intérêt de la population, contre l'intérêt des États. Et j'avoue que je suis très étonné de voir l'Europe qui agit comme ça, simplement pour menacer ses propres citoyens à l'arrivée des élections européennes. La libre circulation, vous en avez parlé, vous en parlez en ces termes sur votre blog. La libre circulation est une aberration. Ouvrir le marché d'un petit pays d'8 millions d'habitants, on aura reconnu la Suisse, à un espace de 500 millions d'habitants, on aura reconnu l'Europe, n'est rien de moins que du suicide. Alors, le suicide. Oui, absolument, que quand on regarde à un niveau extrême tel qu'il est caractérisé dans l'accord de la libre circulation, c'est du suicide, en effet. Imaginons en période de crise, les emplois qui tombent et avec un accord de libre circulation, on ne peut plus rien faire, on se retrouve avec beaucoup trop de personnes par rapport à ce que la Suisse peut assumer. On remarque également que lors des négociations, le Conseil fédéral imaginait au plus 8 000 Européens par année qui viennent en Suisse. On a dépassé les 50 000 par année de moyenne sur 10 ans. On remarque que oui, c'est une aberration. L'extrémisme, c'est la libre circulation sous sa forme. Or, le 9 février, le peuple suisse, à une courte majorité, a décidé de proposer des mesures de rationalisation de cette libre circulation et ces dernières doivent être défendues. Vous habitez à Lausanne, vous voyez par exemple toutes ces institutions du sport qui travaillent évidemment avec beaucoup d'étrangers. Ce sont des institutions internationales. Est-ce qu'en limitant la libre circulation, on va aussi limiter leur travail? Est-ce que là encore, une fois, ça vaut la peine? Manifestement, ce n'est pas des gens qui viennent voler le travail des Suisses, là. Non, alors bon, j'habite à la Tour de Paix, mais ça c'est un détail. Ensuite, éventuellement, si je peux y répondre, c'est que la libre circulation n'est que dans son extrême négative. L'initiative met une limite, met une rationalisation. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut plus des personnes. Ce qui est attaqué au moyen de l'initiative de l'UDC, ce sont les personnes qui viennent travailler en Suisse alors qu'il y avait sur place des gens disponibles. Car la seule raison qui pousse à faire cela, c'est payer moins cher la personne, c'est de baisser le salaire, ce qui pose une pression qui a été constatée d'ailleurs dans les études des universités, qu'on n'accusera pas d'être pro-UDC, notamment l'université de Genève. On remarque dans ces études que les salaires de la classe moyenne et des classes les plus basses ont été tirés vers le bas en raison de la libre circulation. C'est contre cela que l'initiative veut se battre et avec des moyens qui seront efficaces car ils l'ont été jusqu'en 2002. Bon, revenons sur vous quelques instants, surtout sur les jeunes UDC Vaud que vous présidez. Quand on regarde à l'échelle de la Suisse, on a l'impression, surtout maintenant avec ce vote du 9 février, que la Suisse romande est moins écoutée que la Suisse allemande, moins puissante déjà en force de vote. Est-ce que c'est le cas aussi chez les jeunes UDC? Est-ce que les jeunes UDC vaudois sont moins puissants que les jeunes UDC zurichois, par exemple? Non, alors ça je ne pense pas. Même au contraire, ces derniers temps, au sein de notre parti, les jeunesses romandes ont été particulièrement actives, ont eu un grand poids. Nous sommes bien représentés, que ce soit dans le comité des jeunes UDC suisses ou bien dans la force cantonale. Et ça, c'est un grand plus. Il faut savoir que les jeunes UDC suisses fonctionnent avec un système très fédéraliste, avec les cantons qui ont une grande indépendance. Et de cette manière, on voit que les cantons s'expriment tels qu'ils le veulent. D'ailleurs, beaucoup de sections romandes sont extrêmement fortes. Ensuite, pour revenir sur l'exemple de la Suisse, moi je ne crois pas que les cantons romans soient peu écoutés. Si on reprend le résultat, encore une fois, de cette initiative du 9 février, c'est plutôt un clivage des villes et des campagnes qui a été remarqué.
À part Vaud et Genève, la plupart des cantons romans ont tout de même donné plus de 46, 47, voire 49% de oui. Moins de la moitié quand même, tout systématiquement. Alors, moins de la moitié bien sûr, mais ce n'est pas un écart énorme par rapport aux cantons suisses allemands qui ont accepté à 51, 52 ou 53. Et c'est une petite différence, mais je ne pense pas qu'il faut en conclure que les romans sont moins écoutés que les Suisses allemands. Vous n'avez pas du tout cette sensation-là? Parce que c'est quelque chose qu'on entend unanimement, hein. Peu importe les partis, certains UDC aussi, on dit qu'effectivement, là, la Suisse allemande avait joué un rôle beaucoup plus important que la Suisse romande. Elle a joué un rôle important, mais si on prend ce qui est la Suisse latine, on remarque que c'est le Tessin qui a fait pencher la balance. On regarde que des régions romandes ont également accepté l'initiative, on pensera au Jura bernois. Alors je pense qu'en effet, s'il y a plus de campagnes ou plus de villages par rapport à la population en Suisse allemande, éventuellement que ça a fait pencher la balance. Je ne crois pas pour autant qu'il y ait un énorme clivage roman-suisse-allemand sur ce sujet. Alors comment vous voyez justement le fait que les villages votent plus favorablement que les villes, alors que précisément les villes sont concernées par ce phénomène de libre circulation? Vous nous parliez de Genève par exemple tout à l'heure. Comment vous voyez ça vous? Alors pour cela, il faudra faire ensuite des études d'intention de vote ou autre. Je n'ai pas la prétention de connaître tout ce qu'il y a dans le plus profond de l'esprit des citoyens et des électeurs. Non mais on voit quand même, et c'est assez simple, que les gens les moins concernés par la libre circulation sont ceux qui la rejettent la plus massivement. C'est particulier quand même. Il faut voir si ce sont vraiment les gens les moins concernés, parce que quand même pour donner un exemple, même dans les cantons qui ont le taux d'étrangers le plus bas en Suisse, le taux est plus grand que dans des pays comme l'Allemagne ou comme la France. Donc ces gens sont tout à fait concernés, ils ont tout à fait la légitimité pour se prononcer. Mais moins qu'à Genève, par exemple, qui a refusé. Ensuite, il faudrait voir si ces gens des campagnes, où est-ce qu'ils travaillent, s'ils travaillent également en ville, s'ils ont eu des autres problèmes également pour trouver un emploi, s'ils vivent dans ces campagnes ou dans ces villages, justement parce qu'ils n'ont pas eu de logement abordable dans les villes. Il faudrait une grande étude, et je ne vais pas m'avancer de manière hasardeuse sur des simples sentiments pour donner une réponse. Donc, ce qu'on entend globalement, c'est parce qu'ils ne connaissent pas qu'ils en ont peur, ça vous n'y croyez pas? Ah non, ça je n'y crois absolument pas. Je pense qu'en Suisse, il n'y a personne qui ne connaît pas l'effet de l'immigration, qui n'a jamais vu de migrants ou d'étrangers. Au contraire, on est tous logés à la même enseigne dans ce côté-là. On sait comment ça se passe, tout le monde connaît beaucoup de personnes qui viennent d'ailleurs. On est tous enrichis également par cela, culturellement, socialement ou autre. Par contre, je pense que les gens ont bien remarqué que des fois, il faut mettre des garde-fous, qu'il faut pouvoir mettre des limites et que l'automatisme de cette libre circulation est un problème. Vous êtes jeune, vous êtes très actif sur Internet, vous avez un blog. D'ailleurs, rappelez-nous l'adresse de votre blog, UNCILI. Si c'est pas pour faire de la pub, uncili.com. Voilà, et vous y parlez de toutes sortes de choses, vous vous exprimez plutôt bien. Vous êtes au début sûrement d'une belle carrière politique au sein de l'UDC. J'ai vu que notamment, pour vos chevaux de bataille, il y avait les terrasses. Alors oui... ça, c'est dans votre région, ça c'est vers la Tour de Paix. Absolument, c'est pour le district de la Riviera. Voilà. J'ai pu proposer une motion intercommunale qui vise à élargir les horaires d'ouverture des terrasses pour que les bistrots, restaurants ou autres établissements publics qui ne dérangent pas le voisinage, qui ne sont pas en centre-ville, puissent garder leurs terrasses ouvertes jusqu'à 1h du matin au lieu de minuit. Ça, c'est un truc de jeune, ça. Absolument, et surtout c'est en fait quelque chose de tout à fait normal, étant donné que les bars qui doivent fermer la terrasse à minuit se retrouvent avec un grand flux de personnes qui rentrent, qui sortent. C'est tout à fait pratique, hein. La porte qui s'ouvre, ça fait sortir la musique intérieure, les gens qui discutent tout de même dehors, on remarque qu'il n'y a pas de grande différence. Et je pense qu'il y a de grands avantages à favoriser les établissements locaux par ce moyen, qui n'est qu'un premier pas, à mon avis, dans la bonne direction. Mais vous êtes plutôt dans un parti conservateur. J'imaginais, moi, plutôt l'UDC comme étant le type qui voulait dormir à minuit et qui était embêté par la musique sur les terrasses. Ce ne serait pas le cas, alors? Alors, on précise tout de même que dans les endroits où ça pourrait déranger la population, que cette autorisation que cette permission doit être soumise à autorisation, donc qu'il n'y aurait évidemment pas ce genre de problème. D'accord. Cependant, les jeunes UDC se battent pour les libertés individuelles, se battent pour le plus de diversité, pour la décentralisation également, notamment des lieux de fête, des lieux de divertissement. Et pour cette raison, cette mesure va tout à fait dans le sens de notre politique. Les terrasses jusqu'à 1h du matin, c'est quoi le chemin maintenant de cette proposition? Alors pour l'instant, la motion a été acceptée d'être prise en considération par 2/3 ou 3/4 même, je crois, du Parlement législatif intercommunal, le Conseil de sécurité Riviera. D'accord. Et ensuite, il faudra encore un vote, en cas de prise en considération validé, il faudra encore un vote sur le préavis final. Et je pense qu'au plus tôt, d'ici juillet, elle pourrait être appliquée en cas d'acceptation. Ce serait juste la bonne période. Absolument.
Bon, j'aimerais terminer sur les œuvres d'art. C'est vous qui appelez ça comme ça. Les œuvres d'art, c'est les tags qui sont sur certaines des affiches UDC, notamment avec les dernières votations. J'ai vu que vous en parliez beaucoup sur votre blog. Vous avez pris des photos de quelques tags. Qu'est-ce que vous avez à en dire de ces tags, de ces inscriptions sur les affiches des campagnes UDC? Moi, je trouve que ça montre l'irrespect qu'il y a pour finalement la vie populaire, pour l'opposition. On remarque que ces tags sont quand même souvent basés sur les affiches qui admènent une même idéologie. Bon, vous avez pris les pires, hein. Vous avez photographié les tags références nazies en général. Oui, je prenais ceux qui se voyaient dans les gares. Au final, j'ai pas dû chercher bien loin. Je vais à Berne, je remarque que toutes les affiches UDC sont affublées de croix gammées à l'envers, soit dit en passant, hein, ce qui montre quand même l'état de culture des personnes qui ont désiré les placer là. Disons qu'ils connaissent peut-être moins bien les croix gammées que vous, alors. C'est un petit peu vite parlé. Disons qu'il y a des cours d'histoire et d'éducation civile à l'école qui se font. D'ailleurs, je me rappelle que j'avais fait faux dans un test en 8e année. J'avais perdu un point, ça m'avait baissé ma note. Je pense que c'est pour ça que ça m'est resté. C'est ça. Mais sur ces tags-là, vous avez l'impression qu'ils sont particulièrement irrespectueux et particulièrement choquants. C'est ce qu'on dit aussi des affiches UDC. Hein. Absolument, cela dit. Quand quelqu'un veut exprimer son opinion, il fait son affiche, il fait sa campagne, il fait son flyer. Par contre, attaquer la campagne de l'autre, pour moi, ce n'est quand même pas une manière raisonnable de faire de la politique. J'ai aussi mis en avant les tags qui montraient la signature finalement de ceux qui l'ont fait. Des tags où on pouvait lire le sigle des jeunes socialistes dessus. Ça nous rappelle ces histoires tout de même où à Lausanne, des candidats au Conseil... Non, pas forcément, mais ça nous rappelle cette histoire où des candidats au Conseil national socialiste avaient tagué en masse des affiches de droite d'une manière organisée. Je trouve que ce n'est pas une manière de faire de la politique, sincèrement, et je me permettais de le faire remarquer dans un Vous n'avez jamais eu envie d'aller taguer une affiche socialiste? Entre les pulsions interne et ce qu'on fait, il y a une grande différence. Au final, moi, je préfère avoir un débat, une discussion. J'aime bien aller dans des lieux plutôt de gauche, voir des gens plutôt de gauche, des gens qui n'ont pas les mêmes convictions que moi. C'est comme ça qu'on apprend finalement et qu'on se forge notre opinion propre. Johan Silly, vous êtes vice-président des Jeunes UDC Suisse, président des Jeunes UDC Vaud. Merci beaucoup d'être venu dans Face à Face. Mais merci pour l'invitation.